Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez Christophe Robert. Il est délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour et bienvenue à vous, Christophe Robert. Aujourd'hui, le 10 novembre 2021, c'est la première journée de la précarité énergétique. Quelle est la réalité humaine, le quotidien que l'on trouve derrière ces mots-là, précarité énergétique ? C'est beaucoup de souffrances silencieuses. En fait, on compte à peu près 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique. Ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à se chauffer ou qu'on dépense énormément pour se chauffer, ce qui a d'autres incidences sur le budget. Du coup, on ne dépense pas moins pour s'alimenter, pour se soigner. C'est beaucoup d'isolement social, c'est beaucoup de maladies chroniques, de rhume, de problèmes respiratoires, notamment pour les enfants. C'est des personnes qui vont, par exemple en milieu rural, se mettre dans une petite pièce pour se garder au chaud parce qu'on n'a pas les moyens de chauffer toute la maison, de la honte, souvent. Ouais. On entend dans les témoignages des parents, des gens qui disent « Vous voyez les conditions que j'offre à mes enfants ». Et dans le contexte de flambée des prix de l'énergie qu'on a connu ces dernières années, et on voit bien ces derniers mois en particulier, ce phénomène s'accentue. En fait, il y a trois facteurs qui agissent sur la précarité énergétique. La hausse des coûts de l'énergie, le fait qu'on n'ait pas rénové suffisamment nos logements pour qu'ils soient mieux isolés, et le fait qu'il y a une précarité aussi financière pour un certain nombre de ménages. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que sur l'énergie, il y a quand même le chèque énergie qui existe, avec en plus le bonus reversé en décembre. La lutte contre les passoires thermiques, c'est une des priorités affichées par le gouvernement. Alors quoi, ça ne marche pas, c'est pas suffisant, c'est trop long, quel est le problème ? Écoutez, vous dites quoi, le traitement ne fonctionne pas aujourd'hui ? Le chèque énergie, en moyenne, c'est 150 € par an. Il y a 2 ans, la moyenne des dépenses pour se chauffer, c'est 1 600 € par an. Donc voilà, c'est utile, c'est bon à prendre pour les 5,5 millions de ménages. Non, c'est évidemment pas suffisant. Donc même quand on remet 100 €, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont bénéficier de ces 100 €, mais ça ne vient même pas couvrir l'augmentation qu'on vient de connaître, si vous voulez. Alors sur l'essence, on estime que la hausse est 80 € à peu près, donc voilà. Sur l'essence, voilà. Oui, par contre sur le chauffage, ça pourrait atteindre 500 € annuels. Donc vous voyez bien, on n'est pas dans les mêmes unités de mesure. Sur la rénovation thermique, oui, il y a une dynamique nouvelle qui s'est enclenchée depuis quelques années. Mais il reste encore 5 millions de passoires thermiques. Donc, tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on ne va pas réussir à lutter contre la précarité énergétique efficacement. Les passoires thermiques, on ne va pas régler le problème du jour au lendemain, évidemment. Qu'est-ce que vous demandez là dans l'urgence ? Quelles mesures vous demandez ? Comment on peut améliorer les choses ? C'est le diagnostic qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'il faut aider davantage les familles qui souffrent de précarité énergétique. On ne peut pas, dans un pays riche comme le nôtre, moderne comme le nôtre, penser qu'il y ait des gens qui n'arrivent pas à se chauffer. Donc nous, on demande de doubler le chèque énergie, le montant du chèque énergie pour aider davantage de ménages. On demande d'abolir les coupures d'énergie. Il y a quand même eu encore 280 000 coupures d'électricité. Donc ça veut dire qu'il y a des gens à qui on coupe complètement le courant. Du jour au lendemain, votre frigo ne marche plus, votre congélateur décongèle, les gamins ne peuvent pas faire leurs études. Enfin, je veux dire, c'est d'un autre temps, c'est une punition sociale. Il faut faire comme on a fait avec l'eau en 2013, où on a aboli les coupures d'eau, abolir les coupures d'électricité. Et puis, il faut accélérer beaucoup plus massivement la rénovation thermique des logements. D'accord. Vous avez choisi de mettre au cœur de la campagne présidentielle votre pacte pour le pouvoir de vivre qui ramasse un peu ces sujets-là et beaucoup d'autres. En quelques mots, c'est quoi ? C'est 90 mesures, vous avez fédéré le travail de 60 associations. Vous allez faire signer un grand programme à tous les candidats, comme avait fait Nicolas Hulot à l'époque ? Pas du tout. D'accord. C'est 60 organisations, lutte contre l'exclusion, environnementale, syndicale, mutuelle, qui partagent des valeurs communes et qu'on dit ça suffit. Il faut qu'on change le modèle de développement pour préserver les ressources naturelles. Il faut qu'on partage le pouvoir. Il faut qu'on partage les richesses. Et à partir de notre expertise de terrain, nos valeurs communes, on s'est dit, on va proposer un autre projet. Et on l'a fait donc. On l'a lancé vendredi dernier, bien en amont de la publication des programmes de campagne des candidats et des équipes de campagne pour dire, voilà, nous on pense qu'on peut faire mieux sur le plan écologique tout en préservant la question sociale, tout en partageant les richesses et le pouvoir. Et donc, on va faire des meetings, on a fait 90 propositions, on va débattre avec les candidats, les équipes de campagne. Et il y aura un label ou pas ? Les candidats Non, il n'y aura pas de label. Ça ne sert à rien, on sait que ça ne sert à rien. Ils vont tous dire ce qu'il faut et puis au bout du compte... C'est un peu ce qu'on s'est dit. Donc, on s'est dit, il faut passer par les ménages, par les familles, par les militants, par les citoyens, pour qu'ils disent, nous, c'est autre chose que l'on veut. Nous, on pense qu'on peut faire autrement. Donc c'est réjouissant de voir tout d'un coup plus de 60 organisations, parmi les plus grosses, qui disent « on travaille ensemble pendant 10 mois, on fait 90 propositions, mesdames et messieurs qui vous présentez, nous, on vous propose ça ». On peut en discuter, on ne dit pas qu'on sait tout, mais en revanche, on pense qu'on peut faire autrement. Et on voit depuis vendredi qu'on l'a sorti que ça suscite beaucoup d'intérêt. Si vous pensez que vous pouvez faire autrement, ce que vous avez, ça ressemble quand même à un programme électoral. Pourquoi vous n'allez pas au bout et vous n'incarnez pas, vous ne trouvez pas quelqu'un dans votre groupe avec les 60 associations pour incarner ce programme ? Parce que... On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Non, mais...
n'oublions pas qui nous sommes. Ouais. Nous, on travaille à la Fondation Abbé Pierre, on doit aider les mal logés. Quand on est une mutuelle, on doit s'occuper des mutuelles. Quand on est un syndicat, on défend les salariés. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas notre ADN, ce n'est pas notre histoire. Est-ce qu'un jour, parce que vraiment on se dit, mais ce n'est pas possible, alors que, par exemple, la rénovation thermique des logements, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les ménages les plus fragiles, on ne passe pas à la vitesse supérieure, on se dira, oui, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas notre ADN, ce n'est pas notre mission, et on pense qu'il faut un débat démocratique. C'est-à-dire que ça ne sera pas quelques mesurettes. Tout ça, c'est complexe. Il faut accepter cette complexité, et puis il faut emmener un pays. On ne peut pas transformer un pays uniquement depuis l'Élysée. Il faut emmener tout le monde. Donc il y a une dynamique aussi démocratique, de partage du pouvoir et de participation à ce que nous voulons de la société. Vous parlez de l'Élysée. Hier soir, Emmanuel Macron a dit que le pouvoir d'achat s'était amélioré, que ça allait beaucoup mieux depuis son quinquennat. Vous réalisez comment ça quand on entend ce que vous nous dites depuis tout à l'heure? Je réagis en disant qu'il y a des indicateurs macroéconomiques qui peuvent laisser entendre ça. Ouais. Je réagis en disant qu'il y a des choses que le président de la République sont tout à fait justes. Il y a eu des protections qui ont été mises en place pendant la crise du Covid, et tant mieux. Mais pour tous ceux qui sont en souffrance, tous ceux qui sont en situation de pauvreté, tous ceux qui voient les inégalités croître, tous ceux qui souffrent le matin, qui n'arrivent pas à se chauffer, ce type de discours, il faut faire extrêmement attention. Parce que le pouvoir d'achat, c'est aussi ce qu'on dépense. Alors si vous dépensez 50 à 70% de plus pour vous chauffer au gaz, eh ben vous réduisez considérablement votre pouvoir d'achat. Et le débat qu'on a eu sur la pauvreté, de dire la pauvreté n'a pas augmenté en 2020, tant mieux. C'est ce que dit l'INSEE en l'occurrence. Oui, tout à fait, mais c'est juste d'un point de vue indicateur macroéconomique. Mais ça ne dit pas que ceux qui étaient déjà pauvres avant s'enfoncent un peu plus. Ouais. Ça ne dit pas non plus que certains dépensent 70% de leurs ressources pour se loger, pour se chauffer, pour s'éclairer. Et ça crée des souffrances et ça crée des écarts au sein de la société, un creusement des inégalités. Et là-dessus, il faut qu'on intervienne. Merci beaucoup Christophe Robert d'être venu dans Télématin. Merci à vous, Merci. directeur général de la Fondation Abbé Pierre, délégué général.